Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau Walibi Podcast. C'est un tout nouveau format où on va s'intéresser à ceux qui ont fait Walibi ou ceux qui vont faire son avenir. Et aujourd'hui, je suis avec Dominique Fallon. Enchanté Dominique, je suis très heureux de te voir pour ce tout nouveau format. Bonjour Erwan. C'est un honneur de te recevoir. C'était logique pour nous de commencer ce format avec toi, puisque voilà, tu es quand même... on va dire une légende qui a fait, malgré tout, l'histoire de Walibi. Et c'est via tout ce que tu as vécu qu'on va pouvoir retracer son parcours, parce que tu as des anecdotes incroyables. Moi, ce que je te propose pour commencer, c'est de faire un peu une fiche technique de l'invité. L'idée, donc, que tu puisses te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, qui nous regardent un petit peu partout sur les plateformes, les plus jeunes aussi. Donc, si ça te va, c'est une sorte de petit CV. Ça te va? On peut commencer comme ça? Vas-y. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Eh bien, j'ai aujourd'hui 75 ans. Quand j'ai commencé à Walibi, j'en avais 24, 25. C'est l'âge que j'ai. Juste après mon service militaire, parce qu'à l'époque, il y avait encore un service militaire. Et donc, j'avais fait les 5 ans d'études à Namur en sciences économiques et sociales. Et mon service militaire. Et puis, à ce moment-là, Edimeus avait décidé, donc c'était fin 74, début 75, de se lancer, de mettre la clé du starter pour commencer. Et puis il m'a proposé, je le connaissais déjà plus ou moins avant, et il m'a dit: Dominique, est-ce que ça t'intéresse de venir m'aider? Parce qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul. Oui. Alors, avec mon épouse, je lui ai dit, au fond, mon trajet était plutôt du côté des banques ou quelque chose comme ça, comme économiste. Mais je me suis dit, si je ne prends pas un risque aujourd'hui, je ne le prendrai jamais. Donc, ok, je me lance. Et donc, on a commencé comme ça. Je suis entré là en avril 1975. Et le parc, lui, s'est ouvert au mois de fin juillet 75. Et puis là, après, une longue histoire a commencé. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton enfance. Est-ce que tu as un rêve de métier quand tu étais enfant? Et est-ce que tu te projetais d'un jour travailler dans le domaine du loisir? Absolument pas. Et c'était évidemment quelque chose qui n'était pas d'actualité, parce que le loisir n'était pas considéré comme une profession ou un secteur d'activité qui était porteur pour l'avenir. Ça n'existait pas. Donc je n'y pensais pas, parce que voilà, on parle de banques, de grandes sociétés, de lancer éventuellement une start-up soi-même, mais pas dans le loisir, c'était pas évident. Et c'est tellement vrai que quand Edimeus m'a engagé, le premier jour, je commençais, je crois, le 30 avril ou le 1er mai, il me dit: Dominique, va voir ce que c'est qu'un parc. Bon, je ne connaissais pas les parcs. Et il m'envoie à la mer, à La Panne, où il y a Méli Park, qui est devenu aujourd'hui Plopsaland. Et je suis arrivé là, et à l'entrée du parc, je ne connaissais pas du tout, et je vois à l'entrée du parc, il y avait à l'entrée un labyrinthe en haies. Et j'avais été là en 6e primaire en voyage scolaire. Et donc je me suis souvenu, en voyant ce labyrinthe, je me suis dit: mais je suis déjà venu ici. Donc je connaissais les parcs, mais j'avais oublié que je les connaissais. Donc dans l'enfance, il y a quand même eu un parc de fées. Donc il y a eu un parc de fées, mais... peut-être de manière innocente. C'était resté dans mon inconscient et c'est remonté quand j'y suis arrivé. Ça a dû remonter, effectivement. Pour en apprendre un peu plus sur toi aussi, au niveau des parcs d'attractions, quelle est ton attraction préférée de tous les temps? Une qui t'a marqué, quoi. Enfin, une attraction qui est à Walibi d'ailleurs, on a beaucoup hésité avant de l'installer, c'est la Dalton Terror. Et on savait que le fabricant Intamin avait proposé cette tour. On a été la tester en Allemagne, à Mannheim, une tour de 55 mètres de haut. Bon, c'était très chouette, très bien. Mais on savait qu'il y avait un modèle à 77 mètres. Et on se demandait si ça valait la peine d'investir pour arriver à 77 mètres ou bien si 55 mètres suffisait. Et donc, on décide, avec les deux fils de M. Meus, on décide de partir aux États-Unis pour aller la tester en Californie. Donc, on prend le billet d'avion, puis on se dit, au fond, tant qu'on est là, on va faire un tour des États-Unis en une semaine pour aller voir tous les plus grands parcs et tester un peu, pour voir un peu ce qu'on fait de plus moderne en matière d'attraction. Et donc, on a commencé par la Californie, par le parc en question, qui était, si je me souviens bien, Magic Mountain. Six Flags, oui, maintenant c'est Six Flags. C'est bien, on va pas parler de Six Flags en plus après. Magic Mountain. Voilà, le nom historique, c'est Magic Mountain. Et donc, on teste l'attraction. Et effectivement, les 20 mètres en plus, c'était vraiment valable. Ça valait la peine d'investir plus. Donc, on a pris celle de 77 mètres. Et puis on a fait le tour de tous les États-Unis en choisissant les parcs avec les attractions les plus folles et les plus extraordinaires. On est passé aussi par Las Vegas.
Et à Las Vegas, il y a toujours une tour de 350 mètres de haut. La stratosphère, ouais. Voilà. Et au-dessus, il y a un restaurant avec un toit rond d'une 30aine de mètres de diamètre. Et au milieu de cette tour, ils ont mis une flèche. Ouais. Le nom de l'attraction, je l'ai oublié maintenant. C'est une tour SNS. C'est comme à Ya Bellward. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. On la retrouve. Et alors, avec Thierry et Yves, on s'assied dans les sièges. On était à 4, voilà. Et puis, cette attraction, le principe, c'est qu'on est propulsé en l'air, puis l'attraction retombe en 2-3 mouvements. Mais évidemment, quand on se trouve là au-dessus, à 350 mètres d'altitude, plus les 50 mètres de la tour, ça fait 400 mètres. Et en fait, on ne voit plus le restaurant qui est en dessous. Et donc, on est 400 mètres au-dessus du désert du Nevada. Hein, c'est absolument époustouflant. Et tous les trois, on ne s'y attendait pas. On est resté absolument bouche bée. Enfin, on a acheté cette attraction-là aussi, mais pour Bellward. Donc, Dalton Terror, attraction préférée. Est-ce qu'il y a une attraction disparue que tu aimerais revoir là maintenant? Tu peux te retrouver devant, tu fermes les yeux, tu vas pouvoir y aller. Laquelle ce serait? Une attraction disparue de Walibi? Une qui a disparu, c'est clairement le Vertigo. Ah ouais, on en parlera tout à l'heure parce qu'elle a une histoire incroyable, mais c'est pour ça. On la garde de côté et on y reviendra pour tout à l'heure. Quelle a été ta plus grande frayeur dans une attraction? Il y a une attraction que je n'ai pas faite, okay. Mais qui était de nouveau à Las Vegas, de nouveau sur cette fameuse tour, là au-dessus. Il y avait un petit train, un petit montagne russe qui tournait autour de cette plateforme de 30 mètres de diamètre, mais au-dessus d'un vide de 350 mètres. Heureusement, elle était en panne. Ok, attraction qui n'existe plus en plus. Hein. Donc ça, il n'y aura plus moyen de le faire. Voilà. Ok, ben je comprends le stress. Quelle est, selon toi, l'attraction de Walibi la plus sous-estimée par les visiteurs? Je crois qu'il y a eu des hits dans le passé ou l'attraction qui ne sont plus là. Mais je crois que une attraction qui reste au top, c'est le Challenge of Tutankhamun. Ouais. Et en fait, c'est une attraction interactive et qui garde aujourd'hui auprès des jeunes un succès énorme. Et l'envie de le faire et de le refaire pour améliorer son score. C'est vrai. Et c'est une attraction qui est belle sous le plan thématisation, qui est très bien réussie, qui est très bien réussie sous le plan technique et qui garde sa modernité, même alors qu'elle a été installée, si je me souviens bien, à l'époque Six Flags. En 2003. Parce qu'on peut même trouver un symbole Six Flags dans la file d'attente. Ah ben voilà, ouais, qui est resté. Époque Six Flags. Pour la petite histoire, ce bâtiment en fait a abrité avant une autre attraction qui a eu un grand succès. On va en parler avec Tintin. Avec Tintin, voilà. Ah oui, on va en parler. On va de toute façon revenir en détail un petit peu sur tous les débuts, l'évolution, le passage à Six Flags, le rachat par la Compagnie des Alpes, tout ce qui a marqué Walibi. Est-ce que tu te souviens d'un moment marquant que tu as vécu avec un visiteur? Une anecdote, quelque chose qui t'a marqué Mais une anecdote qui me vient comme ça à l'esprit, on en parlera aussi, j'imagine. Donc, il y a eu un incident majeur sous le Sirocco. Et ok, bon, on en reparlera peut-être par la suite. Mais après 1h30, donc les jeunes qui étaient dans le train, on remet le train à l'horizontale et on vérifie pour être sûr qu'ils sont tous bien. Je dirais, il y avait un PC, je dirais, un poste de secours avancé pour si jamais il y avait un problème. Ouais. Et finalement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui ont été transférés à l'hôpital, mais 2-3 heures après, tous ces gens-là sont revenus parce qu'en fait, il n'y avait pas de problème, ils n'avaient pas souffert. Et alors, il fallait ramener tous ces gosses chez eux, parce que souvent, ils étaient venus en autocar, l'autocar était reparti, et donc ils étaient là. Et moi, j'ai ramené un enfant qui avait 12-13 ans à Anvers. Et dans le train, dans la voiture pour aller jusqu'à Anvers, la seule chose qui l'intéressait vraiment, c'était savoir s'il allait avoir un abonnement pour l'année prochaine gratuit. Okay. Ce qu'il a eu d'ailleurs. Ah bah voilà, c'était le bon plan. Je te propose maintenant qu'on a fait un petit peu ta fiche technique, qu'on a vu un petit peu qui tu étais, de replonger en détail sur cette ouverture de 75. Comment toi tu entends parler de Walibi pour la première fois? Et est-ce que tu entends parler de Walibi? Le nom est déjà évoqué plutôt, ou est-ce que tu entends parler d'un projet sur les étangs de Limahl? Comment ça vient à toi finalement? Donc, c'est Eddy Meus qui m'en parle et qui dit « Tiens, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Il avait un collaborateur, mais qui avait quitté, et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, pour ne pas le faire tout seul. Donc, tu connaissais Eddy Meus déjà? Je connaissais déjà, j'avais déjà joué 1 ou 2 fois au tennis avant. Oui, d'accord. J'avais fini mes études, j'étais en train de terminer mon service militaire, et donc j'étais dans la phase où je devais chercher un job.
Et lui avait déjà, au moment où il m'en a parlé, il avait déjà ce nom Walibi. Et comment ce nom Walibi est arrivé? En fait, il dit, mais il cherchait un nom pour son parc et il avait demandé à des agences à Bruxelles, des grandes agences, des petites agences, trouvez-moi un nom pour mon parc. Et il faut évidemment, le problème c'est qu'on est en Belgique, donc il faut un nom qu'on peut dire en français, un nom qu'on peut dire en néerlandais. Voilà. Alors les gens sont arrivés avec Paradise Park ou... c'est dur de trouver voilà. Non, pas Paradisio. Ou Holiday Park en anglais ou choses comme ça. Ouais. Enfin... et puis il y avait l'hôtel de Tintin qui était dans le parc dès le départ, Tintinland ou Cup, alors en néerlandais c'est Keuveland, donc ça fait déjà 2 noms différents, donc il ne trouvait pas. Et donc il avait demandé à ses enfants de réunir des amis qui étaient adolescents à l'époque, en demandant tiens, mais si vous trouvez un nom, je vous donne un beau cadeau. Et bon, il n'y a rien qui lui plaisait. Et puis il commence à décider de dire bon, que je me lance à l'eau. Il faut absolument que je trouve un nom. Puis un jour, il est bêtement à son bureau et puis il met au Havre, qui est la commune, voilà. Et puis il y a une partie du parc qui est sur Limal et une partie du parc qui est sur Bierge. Puis il visualise les 2 premières lettres des 3 mots. Il essaie Libiwa, Biliwa. Enfin, il essaie les différentes combinaisons. Et puis il s'arrête sur Walibi. Il dit tiens, ça allait bien sonner. Voilà. Le soir, il arrive à la maison. Et il demande à ses enfants, tiens, j'ai peut-être trouvé un nom, qu'est-ce que vous pensez de Walibi? Et ses enfants disent, ah papa, mais ça c'est chouette, ça sonne bien. Et puis il y a le plus jeune qui dit, Thierry Meus, qui s'occupe maintenant de Mini-Europe, il dit, mais Walibi, c'est un animal ça. Et ils vont voir leur petit Larousse, et ils voient un wallaby, c'est un kangourou australien. Ah ben au fond, un kangourou c'est dynamique, ça sautille, on va prendre le kangourou comme mascotte. Et donc je dirais, en même pas une demi-journée, il avait trouvé et le nom et la mascotte. Donc, en une demi-journée, il a fait le travail de plusieurs mois de réflexion, d'agence. Et voilà. Comme quoi, un bon repas, finalement, un repas de famille peut permettre d'avoir des bonnes idées. Et puis, c'était un peu plus compliqué. Ça a pris quand même... j'étais déjà là. Il fallait trouver un dessin pour ce kangourou. Bah j'en venais, tu anticipes mes questions, c'est magnifique. Mais c'est vrai que comment le kangourou, il vient? Est-ce qu'il est directement présent? Alors, de nouveau, on avait une agence de pub, parce que moi, à cette époque-là, on demande à l'agence de pub, puis à d'autres, tiens, sortez-moi un dessin pour ce kangourou et un logo. Et puis, il y avait des kangourous très stylisés, très modernes pour l'époque, années 70. D'autres qui étaient des vrais kangourous avec des lunettes de soleil et choses comme ça. Tout ça ne plaisait pas beaucoup. Et on avait signé un contrat avec Hergé, avec l'édition du Lombard qui s'occupait des droits pour Hergé. Donc on avait une connexion là. Et on s'était dit, tiens, mais on va demander là, sinon pas eux, des idées pour dessiner quelque chose. Et il y avait, dans l'édition de Lombard, il y avait un certain Guy de Sissi, qui était directeur d'une petite agence interne aux éditions du Lombard. Et ce Guy de Sissi, en fait, était un dessinateur qui avait travaillé dans l'année 50 avec Hergé. Okay. Donc, il travaillait au studio Hergé. Et donc, il a dit, bon, très bien, pas de problème, je vais vous trouver quelque chose. Et donc, il a trouvé quelque chose qui est vraiment la ligne claire. C'était en fait son expérience avec Hergé. Et comme Eddy Meus avait une particularité, c'est qu'il n'avait plus qu'un œil. Et l'œil qui lui restait était... il conduisait sa voiture, etc. Il jouait au tennis, mais il avait un œil qui était quand même... donc, il aimait bien les contrastes de couleurs assez forts. Ils sont arrivés avec ce fond jaune et ce kangourou orange tout simple. Et il a dit tout de suite, ça, c'est ce qu'il me faut. Et le Guy de Sissi, qui était un très gentil monsieur, mais était très malin, parce qu'il a dit, écoute, et voilà, je vous le donne gratuitement. Mais à condition qu'à partir de 76, l'année prochaine, vous dépensiez autant d'argent dans mon agence. Donc, exclusivité de dépenses en agence, quoi. Même pas l'exclusivité, mais un minimum de montant que vous allez passer par chez moi. Et finalement, il a récupéré tout le budget. Il restait 10 ans l'agence de pub de Walibi. Mais ça, c'est l'histoire du kangourou. Comme quoi, il faut peut-être des fois donner un peu gratuitement et puis finalement, voilà, tout à fait. Ça peut être intéressant. Tu nous parlais un petit peu, donc c'est finalement dans une discussion, toi, l'aventure en 75, quand tu l'as rejoint, t'as quel rôle exactement pour que les gens comprennent un petit peu quand tu arrives dans ce parc où tout est à créer, il y a le marché en Europe n'est pas du tout le même que celui aux États-Unis. Donc toi, quand tu arrives là-bas, on est sur du ski nautique à l'origine, on en reviendra un petit peu après, mais
Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, le premier jour, j'arrive déjà, erreur, avec un nœud papillon. Qui est toujours présent. Qui est toujours présent, peut-être pas le même, je l'ai toujours, mais c'est pas celui-là. Et quand les 10 minutes me voient arriver avec mon nœud papillon, il se dit, oh là là, enfin, il m'a avoué ça après, il dit qu'avec ce gars-là, est-ce que ça va aller? Enfin bon, bref, il me dit, écoute Dominique, le bureau est à Bruxelles, hein, tu vas voir à Wavre, sur le terrain, là, il y a 3 ouvriers qui commencent à travailler, Okay. trouve-les, fais-toi une balade pour voir un peu l'endroit. Et il faut dire que Walibi, c'était à l'époque que du sable, parce que la grande route qui va de Wavre à Louvain-la-Neuve, en fait, était en construction. Et quand on monte vers Louvain-la-Neuve, il y a un énorme déblai, donc l'autoroute est enfoncée, et tout ce sable qu'ils ont creusé dans la colline, ils ne savaient pas où le mettre. Et Diméus a dit, pas de problème, sous les 50 hectares que j'ai, si vous pouvez les remonter d'1,50 m, c'est très bien. Mais donc, il n'y avait que du sable, un océan de sable. J'arrive là, il y avait absolument rien. C'était le Dubaï de la Belgique, quoi. Et puis, tout à coup, je vois une pelle qui sort d'un trou. Je me dis, il y a l'air d'avoir de la vie, je vais jusque-là. Et puis, je vois les 3 ouvriers qui étaient en train de creuser un trou pour faire la première fondation de la première cabine électrique pour le parc. Et puis, je vois devant le trou, je vois une grande plage toute plane. Je me dis, je vais faire un saut pour aller jusque-là. Je saute là-dessus. En fait, c'était de la boue pleine d'eau. Et donc, je me suis enfoncé jusque... mes 2 jambes étaient complètement dans la boue. Là, j'ai compris que je devais enlever mon nœud papillon et retrousser mes manches. Et malgré tout, avec cette première journée, quand tu arrives, il y a 3 employés qui sont en train de... Tu arrives à te projeter sur la réussite que peut être ce projet? Ou il y a un moment de doute où on se dit, où est-ce que j'ai mis les pieds? C'est le cas de le dire. Je pense que je ne pensais pas comme ça. Pour moi, il y avait un projet, et il y avait Edimeus qui l'avait initié, et je l'accompagnais, mais sans me projeter dans l'avenir pour savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est pas ridicule. En fait, je dirais que j'étais inconscient, au même titre d'ailleurs qu'Edimeus était inconscient aussi. Tout autant, ouais. Lui-même ne se rendait pas compte de l'aventure dans laquelle il s'était jeté, et par après, il a bien regretté. Il a été coincé, et donc il a dû, on en reparlera un peu plus tard, mais je crois que quand un entrepreneur commence une entreprise, c'était le cas d'Edimeus, moi je l'accompagnais, en fait, on ne se rend pas compte des difficultés qu'on va avoir. Si on s'en rendait compte, je crois que souvent, on n'aurait pas fait. On arrêterait. Comment il se passe le chantier complet? Parce qu'on a tu parles où tu es arrivé en avril, c'est ça? Vous avez ouvert en juillet. Sur ces mois, combien il y a de personnes sur ce chantier? Est-ce que le projet est vraiment très défini de ce à quoi ça va ressembler à son ouverture? Est-ce que vous êtes prêts surtout à l'ouverture? Alors, d'abord, il faut savoir qu'Edimeus, quand il est revenu d'Afrique, il avait un capital. Il s'est dit, je suis trop jeune, il avait 45 ans à l'époque, je suis trop jeune pour arrêter. Donc, sa famille dit, d'accord, papa, tu peux prendre tes risques, ton affaire, tu ne dois pas t'occuper de nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé au parc? Au départ, il s'était intéressé par tout à fait autre chose. Il cherchait une entreprise à reprendre. Il y avait à l'époque les chocolats Jacques, qui étaient à remettre. Puis, on peut gagner 1 ou 2%, puis on bloque le prix du chocolat, on se retrouve en négatif, ça ne m'intéresse pas. Il y avait une entreprise qui fabriquait des extincteurs, des choses comme ça. Et un jour, il a mal aux dents, comme ça peut arriver à tout le monde, et il arrive chez son dentiste. Et chez le dentiste, dans la salle d'attente, il y avait une revue, il feuillette la revue, et il voit un petit article sur un système de ski nautique par câble. Okay. Et il trouvait ça intéressant, surtout que quand il était en Afrique, il habitait à Bukavu, le long du lac Kivu. Et le week-end, il avait un bateau à moteur là, et il faisait le week-end du ski nautique avec ses enfants, donc il aimait bien le ski nautique. Il dit, tiens, ça c'est intéressant. 2 jours après, il part à Munich, et il va voir M. Rixen, qui était l'inventeur du système, et il revient le soir dans l'avion avec un contrat pour commercialiser d'abord ce système dans le Benelux et puis dans le monde entier. Et dans l'avion, en rentrant, il se dit, mais au fond, la meilleure manière de vendre ce ski nautique, c'est d'abord d'en installer un moi-même, comme ça je pourrais faire la démonstration. Et il arrive chez lui, tout ça de nouveau en une journée. Il arrive chez lui le soir, il ouvre son journal et il voit un petit article, étang à vendre dans Maman-Wallon. Maman-Wallon, c'est pas loin de chez lui, il habitait à Lannes. Il fait un saut là et il voit l'étang, le Walibi, plus ou moins la dimension dont il avait besoin. Une semaine après, il avait acheté l'étang.
Et puis, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, mais au fond, pour mes skieurs, je vais devoir avoir besoin d'un clubhouse pour que les gens puissent se changer, un vestiaire, des douches. Toutes les infrastructures autour voilà. qui vont... Et donc, il me faut acheter une prairie pour faire ça. Mais il faut aussi une prairie pour un parking. Mais au fond, quand les parents vont faire du ski nautique, les enfants vont faire quoi? Donc, il faut que j'installe une plaine de jeux pour... Voilà, il était voir à Bruxelles les plaines de jeux qui existaient. Et puis, on lui dit, mais vous devez aller voir quelque chose qui se trouve à la mer, qui s'appelle Mélipark. Comme lui revenait d'Afrique, il ne savait pas ce que c'était que Mélipark. C'est intéressant à voir. Ouais, il y avait un jour de week-end, il y a énormément de monde dans le parc. Il y avait déjà des petites attractions qui étaient là. On payait à chaque attraction, mais enfin, c'était déjà un petit parc d'attractions sous le thème des abeilles. Mais donc, tiens, il y a du monde ici, les restaurants sont pleins, ça a l'air de bien tourner. Et puis, il gratte le mot attraction. Enfin, Google n'existait pas à l'époque, mais enfin, on lui dit, mais il faut aller voir aux États-Unis. Et il part aux États-Unis et il va voir toutes les grandes villes, Atlanta, bien sûr en Floride, etc. Chaque grande ville voulait à l'époque construire son parc d'attractions. Oui. C'était le plein boom de parcs d'attractions. Voilà. Mais il dit, au fond, moi, à mon étant, je ne suis rien du tout. En fait, mon vrai projet, c'est de faire un parc comme ça. Et donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un parking pour pouvoir parquer 3000, 4000 voitures. Sinon, on n'était pas développé un parc. Et donc, avec mon étang, je ne suis rien du tout. Hein, il me faut, le ski nautique n'était pas encore installé. Il me faut en fait beaucoup plus d'hectares pour mettre le parc et surtout pour mettre un parking. Et il a mis 3 ans pour remembrer tout doucement les 50 hectares qu'il avait en 75. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était le premier choc pétrolier, 73, hein, la guerre du Kippour, etc. Donc le pétrole qui explose, les dimanches sans voiture, etc. Les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Il avait dépensé tout son argent pour acheter les terrains. Les derniers terrains ont été achetés avec des emprunts, donc il avait déjà des emprunts, et toujours rien comme parc. Et puis les banques n'étaient plus d'accord de prêter, parce que les taux d'intérêt étaient à des montants astronomiques, et même les banques ne prêtaient plus. Il y avait vraiment une crise financière à l'époque. Et donc il s'était dit, bon, ok, c'est raté, je vais revendre mes terrains pour essayer de récupérer mon argent, mais je n'ai pas réussi. Et à ce moment-là, il tombe sur un forain qui lui dit, mais monsieur Méus, vous avez le terrain, moi je vais vous amener des attractions. Et il dit, mais ça veut dire, ça c'est intéressant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir sous les foires, discuter avec des forains. Okay. On a dit, bon, vous venez, vous vous posez sous le parc et vous restez travailler sous votre attraction, mais vous laissez gratuitement monter les gens sous votre attraction. Les forains trouvaient ça un peu original, mais enfin, ils étaient payés au mois, donc ils étaient bien contents. Et donc, Eddie Méus a mis une clôture autour du parc pour percevoir les droits d'entrée, les attractions étant gratuites. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et pendant 3 ans, la situation financière était terriblement tendue. Donc, chaque hiver, on pensait qu'on ne passerait pas l'hiver. Okay. Et pour assurer l'expansion du parc, pendant 3 ans, on a loué de plus en plus de forains. Donc, jusqu'en 77, il n'y avait pratiquement que des forains qui étaient dans le parc. Donc, à l'ouverture en juillet, on a déjà des attractions foraines. Il n'y a pas juste le ski nautique seul. Non, donc le ski nautique s'ouvre en juillet, okay. En même temps que... D'accord. Donc, le ski nautique s'ouvre en même temps que... Donc, il y a déjà cette vision, je pense à d'autres petits parcs qui ont commencé d'abord par un petit business et puis ensuite, les attractions sont venues. Là, dès l'ouverture, il y a déjà cette vision de « on va faire un parc d'attractions ». Oui, et donc, c'est vraiment une vision, comme tu dis, parce qu'en fait, pour faire un parc, la première chose, il faut un parking. Ouais. Et beaucoup de parcs auraient pu se développer, mais n'avaient pas de parking. Et sa vision à lui, c'était de dire, si je veux un jour faire un grand parc ici, il faut avoir un grand parking. Et donc c'est comme ça qu'il a fait ses 50 hectares. Et ça, c'est une vraie vision, parce qu'au départ, on aurait pu dire, tiens, on va commencer petit. Ah oui. Mais alors, le Walibi ne serait jamais développé. C'est hyper intéressant de voir un petit peu toute l'évolution. Et toi, par exemple, ta première mission, c'est-à-dire quand tu es là, le jour de l'ouverture, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu dois gérer les opérations? Est-ce qu'il y a du monde déjà sur le parc en ce premier jour d'ouverture? Donc, entre le mois d'avril, où il n'y avait rien, hein, à part ce trou, hein, pour construire la première cabine de haute tension, et le mois d'avril, il n'y a que 3 mois. Ce qui est très, très court. Il n'y avait rien. Donc, pas de restaurant, pas de bâtiment, rien. Donc, en 3 mois, il a fallu créer un minimum d'infrastructures pour pouvoir accueillir les premiers visiteurs.
tirer des câbles électriques pour alimenter les attractions, alimenter de l'eau, avoir quelques terrasses, etc. Donc, il a fallu faire tout ça. On a loué un chapiteau pour faire le premier restaurant. Il a fallu acheter des couverts, acheter des casseroles, acheter l'équipement de base pour pouvoir ouvrir. Et donc, il y avait la fille de M. Méus qui était là, Anne Méus qui était là. Il y avait moi et il y avait le forain en question et Eddie Méus. Et on était une toute petite équipe et on a dû tout faire. Donc, il n'y avait pas un qui était spécialisé dans une chose. On faisait en fonction du programme du jour. Ben, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On s'organisait comme ça. Et un jour, on achetait des couverts. L'autre jour, on allait... Il fallait être débrouillard. Il fallait être tout à fait débrouillard. Mais bon, c'est pour dire qu'en fait, tout a été décidé au jour le jour. Et parfois, il n'y avait pas forcément d'anticipation. On est arrivé à des situations un peu originales comme celle-là. Mais finalement, on a fait une bonne équipe et ça... Il y a un excellent boulot qui a été fait pour dire qu'on faisait vraiment de tout. Un jour, Eddie Méus, je te rends compte, tout ce sable qu'il y a partout, un océan de sable, c'est quand même pas très coloré, pas très fun. D'abord, il arrive avec un camion, lui-même conduisant le camion, et dans le camion, il avait 10 000 tulipes en plastique. Chose qu'on ne ferait plus maintenant. Qu'on ne ferait plus maintenant, et surtout planter des tulipes fin juillet, c'est quand même tout à fait original. Et donc on s'est retrouvé à quatre pattes à planter ces 10 000 tulipes pour donner un peu de couleur. Et puis il arrive juste après avec un camion avec des rouleaux d'herbe pour le long de l'allée, qui avait deux bandes d'herbe à droite et à gauche. Et puis il faisait très très chaud, il y avait un peu une canicule à ce moment-là, et ces rouleaux d'herbe traînaient là et allaient mourir si on ne les déroulait pas, si on ne les arrosait pas. Et à 5 h du soir, je dis, écoutez, il est 5 h, mais restez, on va dérouler tous ces rouleaux d'herbe. Puis bon, je me retourne, je regarde autre chose, et puis je vois tout le monde assis. Et puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y en a un qui se lève, qui dit, ah patron, on fait grève. Je dis, ah, et pourquoi est-ce que vous faites grève? Ah, parce que nous, on n'est pas d'accord de travailler pour rien. Ils croyaient qu'on allait leur demander de travailler sans les payer que les heures en plus. Je dis, pas de problème, enfin, je m'arrange avec eux. Et finalement, ils ont déroulé jusque... Donc, il y a eu de l'herbe et des tulipes en plastique. Et des tulipes en plastique, et donc, tout s'est bien passé. Mais c'est pour dire de nouveau que dans toute cette effervescence, on faisait de tout en fonction du programme du jour pour arriver finalement à être prêt le 25 juillet. Tu parlais du ticket unique. Je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que c'est dans l'habitude de consommation à l'époque, parce qu'on est plutôt sur des foires où on va pouvoir payer directement. On n'a pas cette habitude-là. Maintenant, on sait que, même on reparlera d'Aqualibi après, mais au Aqualibi, au tout début, on a cette heure et demie pour pouvoir en profiter. Est-ce que les visiteurs s'attendent à devoir payer un prix unique? C'est quelque chose qui dérange? Comment on arrive à l'imposer? Alors, en Europe, ça n'existait évidemment absolument pas. Aux États-Unis, il y avait certains parcs qui commençaient. Mais même Disney, donc dans les années 70, début des années 70, en fait, il y avait des systèmes de tickets. Il y avait des attractions à 3 tickets, des attractions à 2 tickets à 1 ticket. Quand le carnet était vide, eh bien, on devait aller des kiosques qui vendaient ces tickets. Donc même Disney n'avait pas encore le système du forfait unique. Et donc Eddie Méus a tout de suite voulu ce forfait unique, d'autant plus qu'en fait, c'était tous des forains qui étaient dans le parc. Et donc, il ne fallait pas que les forains commencent à... Ouais. Parce que ça n'allait pas aller. Et donc, il impose, c'était 150 francs belges, donc l'équivalent de 3,5 €, enfin 4 € maintenant. Et donc, on impose ça. Et évidemment, les premiers visiteurs, le premier jour, le samedi 25, on a eu 400 visiteurs. Et nous, on était tous là à les accueillir, comment ils vont réagir et tout. On était à l'entrée, devant les cabines qu'on avait mis pour faire des caisses. Et les gens ne comprenaient pas du tout pourquoi ils devaient payer avant d'avoir vu ce qu'il y avait dans le parc. Alors, on devait leur expliquer à chaque visiteur, dire, bon, voilà, vous payez, puis dans le parc, il y aura ceci, à ça, tout sera gratuit, voilà. Bon, les 400 visiteurs ont finalement payé leurs 150 francs belges. Et alors, ils arrivaient devant les attractions qui étaient des attractions de foire. Et l'attraction de foire a toujours sa caisse. C'est vrai. Pour payer. C'est l'endroit où ils commandent. Et donc, les gens n'osaient pas monter sur l'attraction parce qu'il y a une caisse. Et donc, parfois, il était indiqué caisse dessus. Donc, ils croyaient qu'ils devaient payer. Mais non, on aurait dû les encourager à monter, que c'était gratuit. Donc, Walibi a participé, malgré tout, à revoir ce business. Et alors, évidemment, après quelques jours, tout de suite, ça a été compris que tout était gratuit dans le parc. Et donc...
le bouche à oreille a fait le reste et le système a été adopté en fait très très vite par le bouche à oreille en fait. Je te propose maintenant qu'on a un petit peu cerné cette ouverture et comment ça se passe, de revenir sur des moments forts. On va revenir entre les années 79 et 97. D'abord, j'aimerais revenir sur les attractions, parce que Walibi, dès le début, c'est des attractions, et on va le voir dans tout son développement, c'est des attractions qui sont à chaque fois assez uniques et originales. Et donc, je voudrais commencer par te parler du Tornado, puisque c'est quand même une attraction mythique, puisque c'est la première avec une inversion en Europe. Donc, on sent déjà dès le début, en 79, que Walibi va être dans cette idée de toujours innover. Comment vient l'idée d'investir dans cette grosse montagne russe Vekoma à l'époque ? Donc 77, je dirais, la première année où les banquiers, on passe de 50 000 visiteurs la première année, et encore c'était 35 000 payants à 15 000 gratuits, hein, et puis on passe à 225 000, et puis 420 000 en 77. Et les banquiers, il y a un banquier qui commence à se dire, tiens, ce truc, ça a quand même l'air de marcher, et c'est là qu'on a accepté de faire le premier emprunt, qu'une banque a accepté de faire un emprunt pour acheter une attraction. Et la première attraction qu'on a achetée, c'était une rivière sauvage, donc un flume en termes techniques, ou le flashback, je dirais. Qui était à l'endroit de Dock World maintenant, de Mécalodon. Qui était tout à fait à cet endroit-là. Et donc le succès, c'est la première attraction de parc, et donc 78, c'est vraiment un grand succès. Donc le succès se confirme, on commence à passer on n'était pas encore en bénéfice, mais déjà, je dirais, on créait du cash flow positif, donc on avait déjà des réserves financières qui se créaient. Et la banque qui nous avait accepté de nous prêter accepte d'aller plus loin. Mais pourquoi ils vont plus loin ? Il se fait que Diméus me dit, tiens Dominique, tu n'as pas encore été aux États-Unis, va faire un peu un tour aux États-Unis. Donc moi je fais mon tour, je vais découvrir Six Flags. Le fameux tour. Non, pas le fameux tour. Ah non, ça c'était encore avant. Okay. C'était mon premier séjour aux États-Unis. Et je vais donc en Floride, voir l'autre parc. Et il y avait là un tornado qui avait été installé par Vekoma. Okay. Et bon, je prends des photos et tout de ça, et d'autres attractions aussi, d'ailleurs, que je prends en photo à ce moment-là. Et puis je reviens, et puis dans les photos, je fais mon rapport à Edimeus, je montre tout ce qu'il y a. Et un looping avec des gens qui vont à l'envers. Vous voyez que ces attractions, il y a quand même de belles files d'attente, donc il y avait vraiment un attrait pour ça. Je l'ai essayé moi-même, donc c'était très chouette. Et alors, il y a un Hollandais qui vient nous proposer une attraction comme ça. On dit, bon, ben ok, c'est peut-être l'occasion ou jamais. La banque était d'accord de nous prêter de l'argent pour l'acheter. Et donc, on s'y lance. Mais la première attraction, le premier Tornado, était encore une attraction. On est toujours un peu dans cet esprit forain. Il n'y avait pas de fondation. Oui, c'est du montage. Donc, c'était monté sur le sol, sous des blocs en bois. Et c'était toujours dans cet esprit démontable. D'ailleurs, on ne demandait même pas de permis de bâtir parce qu'on considérait que ces attractions étaient démontables et que donc il n'était pas nécessaire de donner un permis de bâtir. Maintenant, ce serait plus possible de faire ça, mais à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs sur ce Tornado de ton premier tour, du moment où tu vas pour la première fois le tester? T'en as un souvenir, une fois qu'il est construit sur Walibi? Mais je l'avais déjà fait aux États-Unis. Donc c'était un deuxième, finalement. Donc je connaissais l'attraction. Mais effectivement, c'était totalement inconnu en Europe et en Belgique en particulier. Et donc, les gens qui découvraient ça étaient un peu effrayés. J'ose pas. Enfin, comme maintenant, hein, quand une attraction est un peu forte, les gens ont une hésitation avant de monter dessus. Mais alors, il y a des rumeurs, évidemment, qui se sont créées parce que qu'est-ce qui se passe si le train se décroche avec la tête en bas. Les gens n'ont pas confiance trop. Ils ont confiance parce qu'ils disent ça doit tenir, mais enfin, ça, c'était très effrayant. Et donc, qu'est-ce qui se passe si Et donc, très vite est arrivée l'idée d'attraction dangereuse. On aime bien, parce que le danger, ça fait partie du jeu. Mais donc, attraction dangereuse. Et donc, évidemment, il y a des fake news, même si Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas, les fake news commençaient aussi, et donc on a raconté qu'il y a eu 7 morts à Walibi, etc. Il n'y a jamais eu un seul mort sur ces attractions. Mais je dirais, mais ça fait partie du mythe un peu de ces attractions, alors qu'il n'y a jamais eu d'accident. Ouais, c'est vrai. Et donc l'impact sur les visiteurs, y compris en termes de fréquentation, il est direct? Il est direct.
Donc on arrive là, l'année où on l'a installé à 825 000 visiteurs, 625 000 l'année précédente. Ah oui, donc chaque année, là, on montait dans cette époque-là de 200 000 visiteurs. Donc c'était... Mais chaque année, on investissait aussi. Au début, on s'agrandissait uniquement en louant plus d'attractions à les forains. Et puis à partir de 78, en achetant nous-mêmes nos attractions. Dans les autres attractions, là, on a presque tous les ans une nouveauté et une attraction assez majeure. Je voudrais parler du Secret de la Licorne, qui remplace le Temple du Soleil, qui avait déjà été installé en Donc, le Temple du avant. Soleil était effectivement, ça, c'est une attraction qu'on avait achetée en 75, donc qui ne s'est pas ouvert le 25, mais dans le courant du mois d'août, qui était sous le thème de Tintin. Donc, c'était il y avait un contrat de 10 ans renouvelable qui avait été signé avec Hergé pour exploiter le thème de Tintin. Et cette attraction a eu énormément de succès. Donc c'était un petit bateau qui circulait dans un bâtiment qui n'était pas très grand. Et on traversait toute une jungle. Et cette jungle était en fluo. Okay. Donc c'était toutes des plantes vertes qu'on peut acheter dans le commerce. Avec de l'ultraviolet ou des... C'est ça, okay. Mais ça donnait un effet tout à fait magique. Avec Tintin qui était dans la jungle, comme dans l'histoire. Puis on terminait par le Temple du Soleil avec les Incas, etc. Et cette attraction avait énormément de succès. Trop de succès même, parce que le débit horaire n'était pas énorme. Et donc les files d'attente étaient très longues. Et puis, d'ailleurs, Hergé est venu visiter cette attraction. Et puis, on est passé, donc 4-5 ans après, en 80. En fait, en 79, on a commencé le chantier. D'accord. Mais c'est en 80 que ça s'est ouvert, effectivement, avec le Secret de la Licorne. Où là, on a beaucoup travaillé avec Bob Demore. Bob Demore, qui était le bras droit d'Hergé, hein, pour tous les dessins dans les albums. C'est souvent Bob Demore qui aidait Hergé à les réaliser. Et lui s'est beaucoup impliqué pour le scénario de cette attraction et pour la fabrication. Et donc, c'est aussi... Et alors, ce qui était intéressant, là, c'est qu'on avait fait appel à un décorateur d'opéra, un Belge, mais qui travaillait à l'opéra de Rotterdam à l'époque, et qui nous avait aidé à créer les décors. Donc, c'était des décors d'opéra, qui, de nouveau, dans le métier, étaient un peu atypiques, parce que ça donnait des effets lumineux, entre autres, extraordinaires, avec toute l'histoire de Rackham le Rouge, le combat entre les deux bateaux, du chevalier de Haddock et de Rackham le Rouge, avec la cale qui explose, et finalement la nuit étoilée où on voit le capitaine Haddock qui s'en va, hein, qui quitte le bateau avant son explosion au final. C'était vraiment une belle réussite qui était en fait là avant Toutankhamon. Et on parle de toute cette vision, on en parlait tout à l'heure. Là aussi, malgré tout, c'est quand même une vision d'utiliser de la licence. Là où maintenant, les licences, on pense par exemple au parc américain qui ne fonctionne pour la grande majorité que via des licences. À l'époque, on parlait de Melly Park, il n'y a pas une licence forte derrière. Là, directement, Tintin, ça coule de source parce que difficile aussi pour Hergé de se projeter quand le parc commence directement plutôt en étant forain. On n'est pas dans un parc thématique à l'époque de son ouverture. Oui, donc pour Hergé aussi, c'est une découverte et donc une confiance. C'est un très gentil monsieur, hein, et qui aimait bien... Je ne vais pas dire qu'il aimait prendre des risques, mais qui était ouvert. Hein. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était sous des rails, oui, dans son dessin, dans sa manière de concevoir ses aventures, mais dans ses relations avec d'autres secteurs, que ce soit dans le thème de l'art, dans le thème du loisir, plus populaire comme nous. C'était quelqu'un qui était fort ouvert. Et donc, l'entente s'est passée très très bien et tout de suite avec lui. On a ces différentes attractions. On a un parc qui commence à être plus complet, qui passe aussi le step en 80 avec la barre des 1 million de visiteurs qui sont franchis. Comment vous gérez ? Parce qu'actuellement, le parc fait passe aussi le million de visiteurs, mais à l'époque, on n'a pas du tout la même capacité en termes d'attraction, etc. Comment vous arrivez à gérer à l'époque les files d'attente pour que ça reste une journée agréable pour les visiteurs en ayant 1 million de visiteurs Mais donc là, c'est de nouveau l'intuition d'Edimius au départ, j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir le parking. Là, ce qui était déjà un atout formidable. Parce que, par exemple, des parcs qui ont finalement trouvé des solutions, comme Phantasialand à Cologne, près de Cologne, a toujours souffert par ce problème de parking qui est dispersé un peu dans le village, à droite et à gauche. Cette vision d'avoir ce parking, ça permettait déjà d'envisager une expansion forte. Et alors après, on a appris le métier petit à petit. Comme je le disais, les premières années, le nombre de visiteurs augmentant,
on a loué de plus en plus d'attractions, même parfois, on a vu le nombre de visiteurs qu'on avait en juin, début juillet, on a vite été sous des foires pour ajouter des attractions pour la fin juillet et le mois d'août. Donc on avait une grande souplesse là, et pendant 5 ans, tous ces forains sont restés, et on a loué de plus en plus. Donc on adaptait le nombre d'attractions, je dirais, en fonction du succès qu'on avait. Il y avait un lien là. Enfin, une souplesse qu'on avait qu'on pourrait difficilement avoir maintenant. En tout cas, pas avec Dufour. On n'arriverait pas à construire une attraction en quelques mois. Ouais. Mais là, de nouveau, le métier, je veux dire, on l'apprend sur le tas et on faisait de tout. C'est-à-dire que quand je me suis aussi bien occupé à un moment donné des restaurants, que de m'occuper de la publicité, que de m'occuper parfois des finances, et tout le monde faisait tout. Parce qu'on apprenait nous-mêmes notre métier, et Dimitris apprenait son métier aussi. Chaque jour, on l'apprenait. Et donc, on a progressivement, on s'est de plus en plus professionnalisé en engageant des gens, en formant des cadres, etc. Mais c'est arrivé petit à petit. Mais au départ, l'équipe était tellement réduite qu'on était obligé de faire tout. Bon, en tout cas, ça permet d'apprendre, j'imagine, vite et de voir un petit peu comment ça évolue, parce que c'est vrai que le parc comprend maintenant des hits, on peut appeler ça comme ça, des grosses attractions, et puis il y en a une aussi qui va faire basculer le parc, et une attraction qui est encore présente par rapport à toutes celles dont on parlait avant, c'est le Sirocco. On raconte une anecdote dans les bureaux du parc que le Sirocco aurait été à l'époque négocié par rapport à son nombre de visiteurs. Est-ce que cette anecdote est vraie ? Alors, c'était l'année, donc on était en mois de janvier 1982, comme on avait beaucoup investi les années précédentes, on soufflait un petit peu, et un jour, il y a un monsieur Schwarzkopf qui maintenant, enfin la société n'existe plus, mais ça a été prolongé avec Doppelmayr, avec... le nom m'échappe maintenant. Je ne l'ai pas. Un grand fabricant. On demandera si vous êtes en commentaire. Le plus grand fabricant européen de montagnes russes actuel. Intamin ? Non, pas Intamin, c'est un allemand. On va tous les faire. Le nom reviendra. On retrouvera tout à l'heure. Et ce monsieur Schwarzkopf, qui était le vrai allemand, avec aimant bien la bière, le cliché allemand, tout à fait, il arrive chez M. Meus, qui parlait bien allemand. Et donc, il s'entendait bien, et voilà. Et ce monsieur dit, donc au mois de janvier, 3 mois avant l'ouverture du parc, il dit, voilà, j'ai sur le carreau de mon usine une attraction qui s'appelle un shuttle loop. Donc, le shuttle loop, c'était une navette avec un looping. Et elle est construite, elle est sur le carreau de mon usine. Je devais la livrer au Japon, mais entre-temps, le parc au Japon est tombé en faillite. Donc, pas question que j'aille livrer cette attraction. Donc, je peux la livrer tout de suite pour qu'elle soit prête en avril. Et il ajoute, M. Schwarzkopf, il dit, pas de problème, la première année, tu vas gagner 200 000 visiteurs et elle sera payée presque en 1 an. Et Dimitris lui répond de tac au tac, bon, très bien. Le prix qui était avancé était 60 millions de francs belges. Il dit, je te paye 40 millions cash maintenant et 20 millions si je monte de 200 000 visiteurs. Et il se tape dans la main. Donc en 2 minutes, c'est signé. Le deal était fait. Et puis Dimitris m'appelle et appelle ses 2 enfants, donc Yves et Anne à l'époque, pour lui dire, voilà, je viens d'acheter une attraction. On dit, enfin, c'était pas prévu au programme, c'était pas dans les plans et tout. Il avait acheté, c'était lui, il avait décidé, c'était comme ça. Et donc, on a monté cette attraction. Et effectivement, elle a eu un succès énorme. C'est la première année où Walibi a vraiment été bénéficiaire. Donc, ça a pris du temps. Okay. Mais on n'est pas monté de 200 000 visiteurs. Okay. Donc, on l'a payé 40 millions au lieu de 60. Bon, chose qui serait peut-être difficilement négociable maintenant dans la même période. Mais pour le prix de l'attraction fonctionne encore et va même renaître encore cette année puisqu'elle redevient la turbine avec un nouveau thème. C'est clairement un investissement qui a été génial. Oui, qui était génial, mais la manière dont ça a été décidé... où Fouad Dimitris, c'était son entreprise, il était tout seul à décider. Schwarzkopf était tout seul à décider, c'était son entreprise. Ils se sont tapés dans la main. Et donc, c'est une négociation qui était possible à l'époque. Aujourd'hui, ce ne serait pas pensable. Parce qu'en plus, il y a tous les problèmes des permis, etc. Oui, c'est vrai. À l'époque, tous les permis pour les attractions, comme elles étaient considérées comme démontables, ce n'était pas vraiment nécessaire d'avoir un permis. Donc, tout ça était
possible à l'époque. Aujourd'hui, ce serait plus imaginable. Mais c'est vrai que quand on voit toute cette histoire, et c'est marrant qu'elle commence comme ça, et finalement c'est une des attractions mythiques du parc qui est encore présente et qui renaît pour la 4e fois, puisqu'elle a commencé en étant le Sirocco, pour devenir la Turbine, pour devenir le Psyché, pour redevenir la Turbine. Donc c'est clairement, je trouve que ce qui est intéressant avec cette attraction, c'est qu'elle s'est complètement réadaptée à chaque fois avec l'époque et avec l'évolution des visiteurs. Oui, mais c'est une attraction qui a quand même posé des problèmes, parce qu'on a construit cette attraction donc un peu au mois de janvier, on devait s'ouvrir 3 mois après, donc tout a été extrêmement vite, et on a choisi un endroit qui semblait vide dans le parc, donc on l'a mis là. Et au moment où on a lancé le premier train, on s'est rendu compte qu'en fait ce train était extrêmement bruyant. Or, juste derrière, on était à la limite du parc, et juste derrière, il y a des maisons d'habitation qui étaient vraiment proches. Et on s'est rendu compte très vite que ça allait poser problème. Alors, Schwarzkopf nous dit, oui, on peut mettre d'autres roues, des roues qui sont plus souples, en fait, et qui permettent de faire moins de bruit, qui résonnent moins. Okay. On les a testés, mais vraiment, ces roues sont beaucoup plus fragiles, et même l'effort pour le lancement est supérieur. Donc, ça use plus les machines, parce que ces roues sont un peu trop souples, qui faisaient moins de bruit, mais ça posait problème. Bref, on a mis des années avant de vraiment solutionner le problème et de la couvrir entièrement. Mais... Sachant que ça s'est fait en 2 phases d'ailleurs, cette couverture. Ça a été d'abord le looping, puis ensuite les flèches. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que le looping atténuait beaucoup le bruit, mais quand le train sortait des 2 flèches, malgré tout, pour les riverains qui étaient très proches, ça restait quand même lourd à supporter. Et donc on a finalement couvert entièrement le Sirocco. Ça a un inconvénient, c'est que quand on est dans le parc, on ne le voit pas fonctionner. Par contre, quand on le fait, ça augmente encore la sensation. Et je trouve que ça participe à le rendre mythique. Moi, par exemple, la première fois où j'ai pu rentrer dedans à pied, aller sous ce looping dans les bâtiments, je trouve que les dark rides, ça a toujours un côté mythique, et ça me permet d'ailleurs de faire une transition vers les dark rides, puisqu'en 87, il y a le palais d'Ali Baba. Là aussi, une attraction mythique. On a parlé juste avant du secret de la licorne, on a parlé du temple du soleil. Là où maintenant, les dark rides, ça fait vraiment partie d'un parc d'attraction qui se développe comme un Walibi, où on sait qu'on va avoir la partie coaster, mais que le dark ride est intéressant. À cette époque-là, les attractions qui attirent le plus, les attractions à sensations qui vont être très visuelles, un dark ride, ça ne va pas forcément l'être. Comment, là encore, cette vision de se dire, mais on va faire des attractions scéniques? Je voudrais quand même revenir sur l'aspect attraction mythique. On a parlé longuement du Sirocco. En réalité, un des éléments qui... Donc la sécurité dans un parc est quelque chose d'essentiel. Donc la sécurité mécanique et de plus en plus. Donc non seulement il y a les organismes de contrôle, mais la sécurité dans tous les parcs d'attractions du monde, donc à Walibi, mais également ailleurs en Belgique, ailleurs en Europe et partout. C'est un élément clé parce que, évidemment, d'un point de vue déontologique, on n'accepterait pas nous-mêmes qu'on fasse courir un risque aux visiteurs. Et puis, sur le plan simplement commercial, s'il y avait un risque majeur sur l'attraction, ce serait évidemment non seulement mauvais chez nous, mais ce serait mauvais pour tout le secteur aussi. Ouais. Et donc, il y a des organismes extérieurs qui viennent faire des contrôles, etc. Et donc, les équipes internes qui font des équipes, une équipe technique qui est assez importante, qui vérifie chaque matin les attractions avant l'ouverture, qui les teste. Bien sûr qu'il les démonte complètement en hiver pour les remonter, pour être sûr qu'il n'y ait pas que tout soit tout à fait au top. Et un jour, avec le Sirocco, c'est un fin août, fin de saison, il y a donc le train est lancé, passe dans le looping, mais l'opérateur qui est à son poste de commandement ne voit pas le train revenir. Je dis tiens, il a dû se passer quelque chose. Et ça pouvait arriver que le train ne passe pas de looping, mais alors il s'arrêtait on appelle un rollback. Dans le creux. Donc, et on va voir, on ne voit pas le train. Et en fait, le train était bloqué, arrêté, juste dans le looping. Ce qui est statistiquement... C'est que vraiment, parce qu'on ne savait pas pourquoi il s'est arrêté. Et donc, il est 5 heures du soir, le directeur du parc qui était là à ce moment-là se dit « Oh là là, ici, ça ne va pas... » c'est dans les procédures. Donc, chaque attraction a une procédure, et s'il y a de tel et tel incident, voilà comment il faut y réagir. Mais dans les procédures, il n'y avait jamais ce cas où le train s'arrêtait juste dans le looping.
Donc on appelle tout de suite les pompiers pour aider. Et les techniciens commencent à voir comment est-ce qu'on pourrait remettre le train à l'horizontale. Et le directeur technique était absent du parc à ce moment-là. Et donc on ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. Et finalement, on téléphone chez sa femme qui dit « Ah oui, il est chez le dentiste ». On téléphone chez le dentiste et on lui dit « Hop, refermez la bouche et qu'il revienne immédiatement ». Et il arrive immédiatement. Et il y avait déjà 1 heure que les pauvres jeunes étaient bloqués tête à l'envers. Et lui a tout de suite vu comment il fallait faire pour le ramener. Et le train a été remis à l'horizontale. Donc ils sont restés 1h30 tête à l'envers. Au début, il y avait beaucoup de fun. Tous les jeunes qui étaient dans le train disaient « Ah bon, encore ». Enfin, ils rigolaient. Et les pompiers, avec le directeur du parc, décident, par sécurité, d'amener les ambulances pour que, si jamais il y avait quelque chose, que les ambulances soient à proximité. Et là, on a fait une erreur avec les pompiers. C'est qu'on a parqué les ambulances juste en dessous de l'attraction. Donc les jeunes qui étaient là ont vu les ambulances arriver. Et donc là, ça a créé un stress. Et donc, on commence à se dire, là, le stress a commencé parce qu'en fait, voilà, c'était très bien de les faire venir, mais il fallait les mettre sur un parking annexe et ne pas les mettre juste à l'endroit où les gens se trouvaient. Et finalement, tout est revenu à l'horizontale. Je crois que sur les 24 jeunes, ou les 28 jeunes, 26 jeunes qui étaient dans le train, on en a envoyé une dizaine à l'hôpital pour être sûr qu'ils avaient le plus secoué. Et puis 2 heures après, ils sont tous revenus. Donc il n'y avait pas de problème. Et alors, comme toujours, quand il y a un incident majeur sur une attraction, le parquet ferme l'attraction pour faire tous les tests, vérifier avec les organismes de sécurité extérieure, le fabricant d'attraction, etc. Et après 3 semaines, le parquet a dit « OK, on peut rouvrir l'attraction ». Et après la rouverture de l'attraction, cette attraction a eu encore plus de succès qu'avant. Or, comme ça a duré 1h30, en fait, toutes les caméras... Toutes les télés toutes les télés, donc en Belgique, RTL, RTBF, les VTM, enfin tout le monde était là. Et dans le journal télévisé à 20h, la première image qui passait, c'était, l'entrée du sujet, c'était « Attraction bloquée à Walibi ». Il y avait d'ailleurs un étudiant belge qui se trouvait en Australie, qui était à table avec sa famille, et puis la télévision était allumée, et tout à coup, il entend « Walibi ». Il se retourne, et donc même en Australie, c'était sur CNN, c'est une image qui a fait le tour du monde. Donc ça a rendu mythique. Et donc ça a accentué le côté mythique de l'attraction. Et pour revenir donc sur tout ce côté mythique, on parlait du palais d'Ali Baba, toute cette partie Dark Ride. C'est innovant à l'époque de faire du Dark Ride. On en a un petit peu, je pense par exemple au parc Efteling qui s'est construit aussi là-dessus. C'est directement une idée de se dire, bah, en fait, parce que l'idée de base, on part sur des attractions forains. Mais comment on se retrouve avec du Dark Ride finalement ? Les attractions majeures qu'on avait installées dans les dernières années, c'était entre autres, on a parlé du Tornado, on a parlé du Sirocco, on avait beaucoup investi dans les attractions à sensation forte. Le Jumbo Jet. Et on s'était dit, on va faire une attraction qui sera franchement familiale. Ça, c'était l'idée pour que la famille puisse se retrouver. Et donc, on est parti sur ce rêve des 1000 et une nuits et de raconter des contes de 1000 et une nuits au travers d'un parcours en bateau à l'intérieur. À l'intérieur, avec l'avantage de l'intérieur, c'est qu'on peut créer des atmosphères. Des atmosphères. Alors, évidemment, c'est une attraction qui a tout à fait contribué à l'équilibre du parc, mais qui n'a pas fait monter la fréquentation. Et pourquoi ça n'a pas fait monter la fréquentation ? C'est qu'un Dark Ride est en général beaucoup moins porteur de bouche à oreille. C'est vrai. Parce que même les gens qui ne vont pas dans un Sirocco, qui ne vont pas au Tornado, ou qui ne vont pas en Conda actuellement, mais ils voient l'attraction, ils disent « Ah, c'est fou, etc. Ah, moi, je ne veux jamais aller là-dedans et tout. » Donc même les gens qui ne le font pas en parlent. Or, c'est le bouche à oreille qui fait monter le nombre de visiteurs. Et un Dark Ride n'a pas cet effet-là. Il est intéressant parce que dans l'équilibre des activités qu'on présente pour le parc, il joue son rôle, mais ce n'est pas ça qui fait monter le nombre de visiteurs. Donc ça a plutôt été fait pour l'expérience et l'amélioration de l'expérience, plus que dans un but purement marketing. Après, il y avait Tintin qui était derrière. Enfin, il y avait à l'époque toute cette licence qui jouait quand même, j'imagine. Aussi. Mais donc, même le Secret de la licorne de Tintin, qui était une très belle attraction, de nouveau, n'a pas fait monter le nombre de visiteurs. Mais jouait son rôle dans l'équilibre du parc. J'aimerais qu'on fasse un bond
on peut-être parler quand même rapidement de l'Aqalibi, mais en 87, on a Aqualibi qui ouvre. De ce que j'ai pu lire, il y avait Dwinrel qui avait monté son Tiki Bad, et donc il y avait cet intérêt un petit peu. Les parcs aquatiques indoor comme ça, à l'époque, c'est aussi une révolution. C'est quelque chose que les visiteurs attendent. Comment vous vous lancez là-dessus ? En Belgique, ça n'existait pas, on n'y pensait absolument pas. Et comme autour du 15 août, je décide de partir avec une voiture qui avait un énorme logo Walibi d'ailleurs sous la voiture. Et je pars avec la petite fille d'Ediméus, même mes enfants qui avaient 7-8 ans ou 10 ans à l'époque. Et je pars faire un week-end aux Pays-Bas pour aller voir Efteling, entre autres, aller voir Donnerel, aller voir différents parcs. Et à Donnerel, je tombe sur un parc aquatique couvert, qui n'était pas très grand, mais où il y avait ces grands toboggans. Et ça, mes enfants ont adoré, moi-même j'ai adoré aussi. Et je suis revenu à Walibi, donc le 16 ou 17 août, en disant à Méus et à ses enfants, « Ah, mais ça, il faut absolument qu'on fasse, c'est vraiment extraordinaire et tout. »« Oh, Dominique, une piscine, c'est pas notre métier, c'est autre chose et tout. Enfin, avec quoi tu viens maintenant ?» Et puis finalement, je me dis quand même, c'est un peu dommage. Et à Noël, je décide avec mon épouse, je retourne à Donnerel pour aller voir si en hiver ça marche aussi, s'il y a aussi du monde, est-ce que c'est vraiment chouette. Je cours le nombre de visiteurs et tout, je fais mon petit calcul, et puis je reviens à début janvier, et j'ai dit à Ediméus, bon maintenant, il faut aller voir ça, lancer, ouais. Il nous faut ça. Et finalement, je parviens à convaincre Ediméus et ses 2 enfants d'aller à Donnerel et d'aller voir ça. Et eux se rendent compte tout de suite que c'est effectivement très fun et qu'il y a une véritable plus-value. Et alors, on se lance là-dedans extrêmement rapidement. Et ça, c'était en 87. Mais c'est en 86 que je vais... Moi, j'ai ouverture 87. C'est en 85 que je vais faire mon petit tour là aux Pays-Bas. Et puis, une seconde tour, là, fin 85, début 86, ils vont voir. Et un an et demi après, l'Aqalibi était ouvert. Donc, ça se fait vite quand même. C'est-à-dire qu'on a un projet, on a une idée, on la met en place et c'est parti, ça commence. Comment ça peut aller aussi vite ? Mais de nouveau, ce serait plus possible aujourd'hui. Okay. Parce que tout le processus des permis, les processus administratifs, tout prend plus de temps aujourd'hui. C'est plus compliqué. Mais alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on commence le sentier. Donc, au mois de décembre 86, on met les pieux dans la boue. On met le 19 décembre, on met la première paire avec le bourgmestre de l'époque. Et puis, Thierry Méus, un des fils d'Ediméus, et moi-même, on part aux Pays-Bas parce qu'on nous avait parlé que Center Park avait ouvert une nouvelle piscine tropicale et que c'était très bien. On dit, bon, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et on tombe sur cette bulle qui laisse passer la lumière avec toute une foison de plantes tropicales à l'intérieur. Et on se rend compte qu'en fait, nous, c'était une belle piscine avec un toit plein, donc assez sombre. Et on revient de ce petit tour d'une journée aux Pays-Bas et on dit à Ediméus et l'autre frère, il faut arrêter le sentier, on est en train de faire un produit qui est dépassé avant d'être ouvert et on explique que c'est une bulle transparente et tout. Ok, on se renseigne et tout, on dit bon... et l'architecte, qui était le beau-fils d'Ediméus, va voir et puis revient et transforme cette pyramide opaque en une pyramide de verre. Tout à fait translucide. Ouais. Et donc, 6 mois après, l'Aqalibi était ouvert. Donc, on a réussi à changer toute la toiture, alors que nous, on était prêts à dire, tiens, on va retarder d'1 an, je dirais, l'ouverture d'Aqalibi. Non, on l'a fait extrêmement rapidement. Et tout ça, c'était possible à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont plus compliquées et donc plus lentes, quoi. Forcément. Dans la continuité, on a effectivement plein d'expansions à ce moment-là. Et puis, il va y avoir la fin de l'univers de Tintin en 97. Pourquoi ça se termine sur Tintin ? Comment ça se passe ? Il y a une perte d'intérêt de la part des éditions pour aller dans du parc d'attractions ou... Alors, si je me souviens bien, donc il y a eu 10 ans qui ont été renouvelés une fois. Donc, on a fait 20 ans avec le thème de Tintin, où il y avait des décors de Tintin dans différentes attractions. Et on était tout à fait prêts à non seulement à les renouveler, mais à investir dans le secteur. Et à ce moment-là, Hergé est déjà décédé depuis plusieurs années.
on avait rencontré la veuve d'Hergé, enfin, qui n'était pas opposée du tout à Walibi. Et puis, c'est finalement M. Rodwell qui reprend, enfin, l'époux de le second époux de la veuve d'Hergé, qui reprend, et qui était assez difficile de rapport, mais qui vient visiter le parc et qui nous dit nous avons besoin d'être présents dans des endroits comme ici, parce que il faut que le Tintin reste proche des jeunes, sinon, comme il n'y a plus de nouvel album, il faut que... Voilà. Donc, on se dit, il y a une belle ouverture, donc on va pouvoir s'entendre. Et on arrive, en fait, à l'époque de la Dalton Terror, et on lui présente un projet. Et ce premier projet, c'est la tour de la Dalton Terror. Et à côté, on voulait construire, plus haut que la Dalton Terror, une fusée Tintin. Et la Dalton Terror aurait été la tour technique, je dirais, de la fusée, qui était un investissement absolument colossal. Et Rodwell nous a dit, vous pouvez me demander n'importe quoi, mais pas la fusée. Parce qu'à l'époque, il avait des rêves d'aller faire une méga fusée de 200 mètres de haut à côté de Zaventem, qui ne s'est jamais réalisée. Enfin bref, il disait pas la fusée. Et ça, on l'avait déjà dit, avec Rodwell, c'est très compliqué de trouver un accord. Il dit oui un jour, puis le lendemain, c'est non. Et on s'est rendu compte qu'avec lui, ça allait être très compliqué. Et donc, finalement, à l'époque, on a fait rentrer Lucky Luke et d'autres personnages comme Boule et Bill, des choses comme ça. Bob et Bobette, que peut-être pas, mais c'est des héros bien belges. Voilà. Mais malheureusement, on a terminé le contrat avec Tintin qu'on n'a pas renouvelé parce qu'en fait, on ne trouvait plus rien d'accord, d'entente avec les gestionnaires de l'époque de Tintin. Donc on a failli avoir une fusée géante. Absolument. On était prêt à investir. Mais malheureusement, le projet a été refusé. Et c'est très triste parce qu'en fait, il y avait plusieurs projets avec les fusées. Il n'y en a aucun qui s'est réalisé. D'accord. Bon, voilà. Bon, et puis le parc, il évolue à ce moment-là, malgré le départ de Tintin. Et puis on va rentrer dans une période très particulière où je suis intéressé vraiment d'avoir ton avis. C'est la période américaine, c'est la période Six Flags. Vous, à l'époque, vous allez voir ce qui se passe aux États-Unis, et là, c'est les États-Unis qui viennent en Europe voir ce qui se passe. Comment ça se passe, comment se fait cette arrivée de Six Flags à cette époque-là? Il faut dire que Walibi était coté en bourse à partir de 88, donc un an après l'Aqualibi. Et avec ces nouvelles actions qu'on avait mises en bourse, on a fait toute une série d'autres projets qui sont Walibi en Hollande, qui sont Walibi en France, 3 Walibi en France, un près de Metz, un près de Lyon et un près de Walibi Schtroumpf, qui a eu aussi voilà. Bellward. Bellward. Donc Walibi, d'un parc unique, a gonflé très rapidement. Je dirais avec un problème qu'on n'avait pas vu, que financièrement, on pouvait assumer tout ça. C'était peut-être un peu trop rapide, mais surtout, en fait, nous étions, les enfants des Diméus, moi-même, on était tous impliqués dans le parc Walibi à Wavre. On était là tous les dimanches, en juillet-août, et on pilotait le parc, avec des cadres, bien sûr, qui nous aidaient, mais on était toujours là, toujours là. Et au fond, quand on a commencé à avoir des parcs aux Pays-Bas, des parcs moi j'étais PDG du parc Walibi Rhône-Alpes à l'époque, on était toujours basé en Belgique, mais en fait on était souvent partis ailleurs. Et donc, on n'avait pas vraiment prévu de relève directe pour nous remplacer, et même on n'avait pas de cadre à disposition pour les tiens, toi tu vas en France, toi tu vas aux Pays-Bas. C'était pas staffé pour avoir. C'était pas staffé. Et donc, Walibi est entré dans une période difficile. Il y a eu l'ouverture de Disney, donc l'ouverture du parc Astérix, donc la concurrence avait augmenté. Et au fond, on a eu des yeux plus grands que le ventre. Et donc, c'était une période difficile pour Walibi. Et on commençait à sortir de cette période-là. Et c'est pour ça qu'on a pu faire la Dalton Terror, on a recommencé à investir. Mais à ce moment-là sont arrivés des Américains qui étaient intéressés et qui voulaient s'étendre en Europe et qui a proposé à Eddie Meus, qui était toujours l'actionnaire majoritaire de Walibi, de reprendre le parc. On sortait de cette période difficile, donc le parc avait repris de la valeur parce que ça allait de nouveau mieux, mais Eddie Meus a considéré que c'était un actionnaire qui était très professionnel et qui, pour développer le groupe Walibi, avait plus d'armes que nous autres. Et donc, c'était une bonne opportunité pour les actionnaires existants et pour le développement de l'activité. Donc, c'est comme ça que la vente s'est faite aux Américains.
Et alors, ce qui s'est passé avec les Américains, c'est qu'il n'y a que 2 Américains qui sont arrivés ici en Europe. Là, tout le reste, les directeurs de parcs sont restés européens, sont restés belges. Donc là, il n'y avait pas de problème pour la gestion quotidienne des parcs. Mais évidemment, tout a changé dans l'esprit. Ça, il faut reconnaître. Donc, c'est une autre manière de gérer. Il y a un management vraiment différemment entre le management américain et le management européen. Il y a une vraie différence culturelle. Oui, je dirais que les Américains veulent beaucoup plus contrôler tout. Donc, que chacun, dans son job, contrôle tout. Et donc, il y a des paramètres partout. Et il y a des prévisions partout. Par exemple, si on prend la clientèle, eh bien, on la divise, bien sûr, en voyage scolaire, et puis on la divise en tel groupe d'autres groupes, tel autre groupe. Et donc, il faut chaque année faire un budget où on a peut-être, pour le nombre de visiteurs, on a peut-être 100 lignes différentes avec les catégories de visiteurs. Et il faut faire des prévisions pour chacune de ces... combien de visiteurs est-ce qu'on va avoir le voyage scolaire, combien est-ce qu'on va avoir de ceci, combien est-ce qu'on va avoir de cela. Et puis arrive la saison, et on commence le premier jour, et on voit... Et ça, c'est prévu jour par jour. Okay. Et alors, on voit, le premier jour, OK, on s'est trompé, là, on a plus de visiteurs, là, on en a moins et tout. Et puis après une semaine, il y a déjà un premier rapport d'une semaine, il y a un écart par rapport aux visiteurs. Même si, globalement, c'est bon, il y a 10 lignes qui sont rouges. Okay. Tiens, pourquoi est-ce que ces 10 lignes sont rouges? Et il fallait réagir directement. Et donc, on était tout le temps dans la réaction pour faire coller la réalité au budget qu'on avait imaginé. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine des restaurations, etc. Et donc, ça a provoqué un stress dans la gestion, parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire des prévisions aussi fines que ça. Et chaque fois, il fallait réagir quand il y avait un écart par rapport à ce budget. Et cette réaction permanente, au début, ça créait un stress terrible. Alors, on s'habitue à ce stress et finalement, on sait comment il faut réagir, quelles sont les attentes de l'actionnaire ou des Américains. Et pour finir, on le gère bien. Mais au début, c'est un changement de culture quand même qui est important. Mais je dois dire que les Américains étaient des vrais professionnels de parc d'attraction. Donc, c'était des businessmen, quoi. C'était des businessmen, mais en plus, des gens qui connaissaient le terrain. Ce n'étaient pas des financiers qui travaillaient avec des tableaux Excel. Donc, ils étaient aussi des opérateurs de parc. Donc, dans les choix ou les décisions qu'ils ont prises, elles n'étaient pas à côté de la plaque. Preuve en est sur l'investissement. Il va y avoir plein de nouveautés sur cette période, plein de coasters aussi. On le voit maintenant, les parcs Six Flags aux États-Unis sont connus. Ils ne sont pas connus pour leur thématisation, mais connus pour les coasters les plus impressionnants. Bon, même s'il y en a qui ont été détruits, dont un mythique, le King Daka, il y a encore peu de temps. Mais à Walibi Belgium, ils vont ramener le Cobra, ils vont ramener le Vampire, il va y avoir le Loup-garou aussi. Enfin, il y a quand même plein d'investissements qui sont faits. Avec le recul, est-ce que tu penses que c'était les investissements qui étaient nécessaires à ce moment-là? Mais quand les 2 Américains sont arrivés ici pour gérer le groupe en Europe, c'était 2 Américains pour toute l'Europe. Donc, ils nous demandent le premier jour, mais comment on va voir Walibi? Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Et on avait une option sur un vampire. Okay. Donc, on avait déjà installé un à Walibi Holland. Donc un suspended Vekoma. Un suspended coaster de Vekoma. On avait une option pour un second, mais qu'on avait planifié pour 2000. D'accord. Et les Américains nous disent tout de suite, c'est très bien, c'est une très bonne attraction, mais ce ne sera pas en 2000, ce sera en 99. Donc ils voulaient accélérer les investissements. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en plus, ils ont pris une seconde décision, c'est de presque doubler le budget publicitaire. Il y a cette nouvelle attraction. Donc, il y a d'abord la date de terreur. Ça, c'était encore du temps de l'ancienne direction. Ouais. Et puis, l'année suivante, le Vampire qui arrive avec la publicitaire qui est doublée. En plus, la météo est magnifique cette année-là. Et tous les parcs en Europe font de très bons résultats. Mais Walibi, particulièrement, explose de visiteurs. Donc, on va largement au-dessus des budgets. Et donc, on sort des résultats exceptionnels. Et donc, les Américains se disent à ce moment-là, et tous les parcs Walibi en Europe vraiment font une année exceptionnelle. Et les Américains se disent, oui, en fait, nous savons bien gérer les parcs, on a bien vu ce qui... C'est le problème de faire une année exceptionnelle, c'est qu'après, il faut le faire tout le temps. Il faut le faire tout le temps, mais les Américains se disent, OK, le marché est mûr, et on n'attend que de faire un parc beaucoup plus grand.
Et ils prennent la décision. Alors, entre-temps, ils rachètent le groupe Six, donc le groupe premier, il s'appelait le groupe premier, Spark, rachète le groupe Six Flags. Qui devient Star Park, c'est ça? Non, ça c'est après. Ça, ce sera encore après, oui. On en parlera après. Et donc, ça devient le groupe Six Flags. Et donc, ils rachètent la marque Six Flags aux États-Unis, avec tous les grands parcs qui sont partout, et dans lequel il y avait aussi la licence Bugs Bunny. Titi, Gros Minet, enfin, tous ces personnages-là. Et donc, ils décident, au vu du succès de 99, de transformer ces parcs en Six Flags et d'en faire des grands parcs Six Flags avec les thèmes de Warner Bros. Donc le kangourou n'existe plus à ce moment-là. Et donc, ils gomment le kangourou. Et ils investissent des montants majeurs aux Pays-Bas et en Belgique, persuadés que ça allait marcher comme sous des roulettes, en augmentant fortement les prix. Et en fait, ça n'a pas du tout donné les résultats qu'ils escomptaient. Donc, on a investi beaucoup trop d'argent, beaucoup trop vite. Je crois que le plus intelligent aurait été de répartir cet investissement sur 3-4 ans, pour chaque année avoir une nouveauté importante, que de tout faire en une fois. C'était trop, quoi. Et comment réagit le public sur l'arrivée de Looney Tunes? Parce que on a Walibi qui part, qui est malgré tout un emblème, et on le voit maintenant avec le recul, avec les années où Walibi est revenu encore plus fort. Le public a envie de cette culture américaine. Comment il réagit? Mais donc, on est des acteurs américains depuis 2 ou 3 ans. Ils décident donc de changer, et on se trouve à l'hiver 2000-2001. Donc le bruit court. Un journaliste apprend par indiscrétion que Walibi va devenir Six Flags. Il me téléphone et il me dit: tiens Dominique, est-ce que c'est vrai que Walibi va se transformer en Six Flags? Moi, je ne lui réponds pas. Je lui dis: non, écoute, je crois qu'on a une conférence de presse qui est prévue au mois de janvier, mais voilà. Et pour finir, 3 jours ou 4 jours après, c'était un moment de Noël, il me retéléphone et me dit: Dominique, je n'y tiens plus, je suis sûr que vous allez être en Six Flags. Donc, dans la dernière heure, en première page, on va annoncer... Ça va sortir. Ça va sortir. Moi, je suis embêté comme tout, je téléphone aux Américains, je lui dis: écoute, voilà, c'est sorti. Et alors, entre Noël et Nouvel An, hop, première page, bye bye. Non, si Bugs Bunny donne un coup de pied au derrière de Walibi. Moi, je trouve ça une catastrophe qu'on avait une conférence de presse 10 jours après, on a inventé le problème. Le soir même, le jour même, je vois débarquer à Walibi, j'étais pratiquement tout seul au parc, parce qu'on était entre Noël et Nouvel An, je vois débarquer RTL et RTBF qui voulaient absolument venir filmer et tout. Et nous, j'avais reçu la consigne de dire: non, on ne communique pas, on ne les accepte pas. Et ils étaient venus sous le parking, il neigeait à moitié, il y avait un peu de vent, et alors ils ont filmé un grand panneau jaune qui était à la sortie du parking où Walibi disait au revoir. Et on voyait la neige là, qui tombait, et le kangourou qui disait au revoir. C'était triste comme tout. Voilà. Et puis il y a eu cette conférence de presse qui est venue pour prononcer tous les investissements nouveaux. Et au fond, comme il y avait tous ces nouveaux investissements, puis Bugs Bunny, Titi, Gros Minet, qui sont quand même des personnages qui sont très connus. Ça, malgré tout. Que finalement, la nostalgie n'a pas posé problème. N'empêche que 4 ans après, quand dans l'histoire du parc, finalement, le groupe américain avait des problèmes financiers, donc a revendu le groupe européen, qui était l'ancien groupe Walibi, à des Anglais. Les fameux Star Park. Les Star Park, exactement. La question était, donc Star Park nous a demandé: est-ce que vous voulez garder Six Flags, ou alors il fallait payer le royalty, ou est-ce que vous voulez récupérer Walibi, ou est-ce que vous voulez un autre nom de parc? On a fait une enquête dans les différents pays pour savoir quel était le nom préféré. Et on a vu que dans cette enquête, Walibi était en fait toujours au-dessus même de Six Flags, dans le choix, surtout en Belgique. Là, c'était extrêmement fort. Et on a été très étonnés parce que les personnes qui ont le plus vite adopté Six Flags, c'était les jeunes. Donc les ados, parce que c'était américain, Six Flags, mais les autres disaient Six Flags, ça ne savait même pas prononcer ça. Mais donc, même les jeunes qui auraient pu dire on préfère Six Flags, non, même les jeunes, en fait, retrouvaient le retour de Walibi, que c'était leur enfance et tout. Donc Walibi est revenu. Et là, la nostalgie a montré qu'en fait, elle était toujours là. Oui, même ça si n'a jamais quitté le parc. Pendant la période Six Flags, il n'y avait pas de vraie demande, mais quand on a demandé aux gens, Walibi était là. Ça a été une forte
période, j'imagine, aussi en interne, parce que donc le Walibi se fait racheter par Six Flags, puis ça dure quelques années, puis il va se faire racheter par le groupe Star Park. Là, ça va pas durer très très longtemps avant de se faire à nouveau racheter par la CDA, la Compagnie des Alpes. C'est des années de stress en termes de gestion. Comment on arrive à se projeter même sur l'avenir quand on voit ces différentes reventes? Oui, c'était des années de stress important. Donc, il y a eu, dans les premières années de la période Six Flags, je dirais, américaine, des investissements majeurs qui ont été faits dans le parc. Mais alors après, le groupe américain, rien à voir avec Walibi, a eu des problèmes financiers aux États-Unis. D'accord. Et les parcs eux-mêmes fonctionnaient bien aux États-Unis, mais c'est le groupe qui avait racheté tous ces parcs, qui était trop endetté, et a commencé à avoir des problèmes financiers. Et donc, quand un actionnaire a des problèmes financiers, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on serre les budgets, parce qu'on essaye de garder la tête hors de l'eau. Quand on serre les budgets, ça veut dire que les entretiens, au lieu de repeindre l'attraction après 5 ans, on va attendre 7-8 ans avant de la repeindre. Avant de remplacer telle pièce et telle pièce, on attend. Et donc, le parc a commencé à vieillir. Mais quand un parc vieillit, ça veut dire quoi surtout? C'est que, par exemple, les attractions continuent à bien fonctionner. Au point de vue sécurité, il n'y a aucun problème. Mais au lieu de travailler, par exemple, sur la Raja River avec 12 ou 13 bateaux, on ne travaille plus qu'avec 8, et puis avec 7, et puis avec 6. Et donc, la capacité horaire des attractions diminue de plus en plus. Et donc, la satisfaction du visiteur diminue aussi parce qu'il y a plus de files d'attente. Et donc, toute cette période, je dirais, de la fin américaine et même de Star Park, les Anglais, qui est au fond un groupe financier qui, lui, garde ce genre d'actifs. Il y avait juste une envie. Là, on parlait de Six Flags où tu nous disais que là, ils avaient quand même une vision sur les parcs. Star Park, quand ils reprennent, c'est du business. C'est vraiment du business, c'est de dire on essaie de redresser l'affaire et puis on le revend quand on a trouvé un acquéreur qui est à prix intéressant. D'accord. Donc, c'était plus purement financier. Mais donc, ce qui veut dire que dans cette période-là, pour les équipes du parc, c'était très stressant parce qu'on voyait bien que le parc, je dirais, reculait au lieu d'avancer. Mais donc, pour finir, le nombre de visiteurs commençait à reculer aussi. Et donc, c'était une période stressante à ce niveau-là. On a d'ailleurs fait des enquêtes, entre autres, la CDA, quand ils sont arrivés, a fait des enquêtes et ont vu la force de la marque Walibi et que malgré tout ce qu'on avait fait subir à cette marque, le fait d'être écarté, de revenir, de changer le kangourou, la capacité d'attraction qui diminue, tout ça, que malgré tout, la marque restait forte. Et c'est comme ça que, après un peu d'hésitation, la CDA, qui sont des vrais professionnels, je dirais, de parc, ont décidé, non, Walibi a un potentiel, il faut y investir et faire remonter le parc. Mais donc, la CDA nous a permis de sortir de cette période de stress. Période de stress avec le rachat de la CDA, effectivement, en 2006, mais une période qui va quand même continuer un petit peu, là, à cause d'une nouveauté. J'aimerais qu'on parle un petit peu du Vertigo. Là, on est en 2007-2008. Comment l'attraction, elle vient se présenter? Parce que Walibi a toujours été connu pour innover. Encore maintenant, on a eu le Pulsar qui était une première. Là, le Mégalodon qui va ouvrir, même si ça reste un Family Coaster, c'est la première fois qu'on va avoir de l'airtime aussi puissant sur un Family Coaster. Donc, Walibi, dans son ADN, va vers cette évolution. Là, le Vertigo, même avec du recul maintenant, on se dit, mais comment finalement ça arrive sur le parc? Mais donc, c'était un ancien collaborateur de Vekoma qui est arrivé avec qui ne travaillait plus pour Vekoma à ce moment-là, mais qui est arrivé avec cette idée de faire une attraction innovante, parce qu'il avait eu lui-même un contact avec Doppelmayr, qui est un fabricant de remontées mécaniques, ouais, de téléphériques et de télésièges, etc., en montagne, en Autriche, Suisse, mais il y a aussi des équipements en France, et partout dans le monde, on trouve des opérations de Doppelmayr, et qui voulait inventer une activité qu'il aurait vendue aux stations, parce que la neige n'est pas tout à fait assurée, éternel, et donc d'avoir une activité qui utilise leur technologie, mais qui soit autre que simplement des remontées mécaniques, et éventuellement être vendue dans des parcs. Et ils arrivent avec ça, et le patron de l'époque se dit, tiens, il y a quand même là une idée qui est intéressante, qui est innovante. C'était à l'époque de Star Park. Et finalement, l'actionnaire de Star Park donne son feu vert pour cet investissement.
Et donc, on le monte. Et puis, entre-temps, il y a la CDA qui arrive et qui reprend les activités. Qui récupère le projet. Qui récupère le projet, mais qui était déjà entamé. Et ce projet était totalement innovant, même si Doppelmayr est une très, très importante société qui travaille sur les plus hauts sommets dans le monde. Donc, ils sont très forts dans leur métier. Mais faire de l'attraction pour un parc à un niveau horizontal, c'était une nouveauté pour eux aussi. Et donc, oui, ils ont mis beaucoup de temps avant de la mettre au point. Donc, on devait s'ouvrir d'abord si je ne me trompe pas de date, en 2006. Elle ne s'est pas ouverte en 2006, puis au milieu de 2007, fin juillet, elle s'est ouverte. Donc, elle a eu là 3 mois d'exploitation. Et puis, on s'est dit, OK, ça fonctionne bien. C'était pas facile à exploiter, mais ça fonctionnait bien. Et surtout, on a vu que le public adorait cette attraction. C'était un véritable succès, non seulement auprès des jeunes, mais aussi auprès... Les gens qui n'aimaient pas les sensations fortes n'aimaient pas trop, mais c'était plus familial qu'un coaster dur. Mais même les jeunes, donc les jeunes, les gens qui avaient des attractions un peu plus familiales, ils se retrouvaient. Donc c'était un vol à 30 mètres au-dessus du parc. Qui était immense, hein, parce que quand on revoit les photos à l'époque, en réalité, ça se prolonge. Maintenant, on n'y arriverait même plus donc à repenser. C'était un circuit qui était comme un espèce de grand 8, au-dessus du parc, au-dessus des allées du parc. Avec des pylônes immenses. Quoi. On volait vraiment au-dessus du parc avec des accélérations et tout. C'était extraordinaire comme expérience. Avec les pieds dans le vide, puisqu'on était dans un télésiège. Expérience de Doppelmayr, c'était un télésiège. Donc c'était vraiment quelque chose qui était inconnu dans le monde des parcs. Et puis, alors, on décide finalement en 98, avec l'accord de la CDA, on décide de le lancer officiellement. Mais comme en fait, cette attraction avait déjà tourné depuis plusieurs mois, il nous fallait quand même quelque chose qui attire la presse et les journalistes. Et donc, on a fait inaugurer l'attraction officiellement par Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est... l'acteur. Et ça, c'est l'inauguration la plus populaire de Walibi. C'était un coup de génie, évidemment, parce que surtout sur RTL, dans l'entrée du journal... C'est un personnage, quoi. C'est tout à fait un personnage. J'ai appris à ce que c'était une vedette, avec les caprices des vedettes. Donc, il avait dit, oui, je veux bien venir à Walibi, il était à Knock, mais il me faut une Bentley, je crois, ou une voiture de ce genre-là. Et puis on avait trouvé une Bentley. Il dit, non, ça ne va pas du tout, parce qu'on avait trouvé une Bentley, mais pas décapotable. Donc lui, il voulait une décapotable. On lui trouve une décapotable. Et puis, il arrive à l'entrée du parc. On avait prévu un tapis rouge pour l'amener jusqu'au départ de l'attraction. Ah non, pas question. Moi, je veux entrer avec ma voiture dans le parc. Il est arrivé avec 1h30 de retard en plus. Et bien, enfin, après, c'est Jean-Claude Van Damme. Ça fait partie de son image, quoi. Donc, Donc, pas la personnalité la plus simple pour un partenariat. Alors, il a commencé à faire son discours très, très souriant, très bien, en anglais. Et puis, il se dit, mais je parle anglais ici, c'est ridicule. Parce qu'en fait, quand lui était enfant, son parc, il habitait Bruxelles. Son parc, c'était Walibi. Il venait tout le temps à Walibi. Donc, il dit, pourquoi je parle en anglais. En anglais ici. Et puis, il a fait plusieurs tours. Donc, c'était super. Et puis, ça a duré quelques mois. Non, même pas. Ça a duré, en fait... quand on a fait l'inauguration, je crois que c'était fin avril, début mai, avec Jean-Claude Van Damme. Et puis, 15 jours après, on prend la décision d'arrêter l'attraction. Est-ce que c'est une décision qui vient tout d'un coup? Parce que c'est vrai que si à l'inauguration, c'est qu'on s'attend quand même à ce que ça va se lancer officiellement. Comment? Si on reprend un peu l'historique donc, elle devait s'ouvrir en 2006. Elle ne s'ouvre pas en 2006 parce qu'en fait, l'attraction n'est pas du tout au point. Elle ne s'ouvre que fin juillet 2007. À ce moment-là, c'est la Compagnie des Alpes. Mais la Compagnie des Alpes n'est pas très contente. Voilà. Or, la Compagnie des Alpes, c'est quoi son activité de base? C'est le ski. Donc, tout ce qui est remontée mécanique. Donc, un des fournisseurs potentiels de la Compagnie des Alpes, c'est évidemment Doppelmayr. Donc, la Compagnie des Alpes qui n'était pas contente a dit à Doppelmayr, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous fournissez une attraction depuis 1 an et demi, elle n'est pas encore ouverte. Ils ont fait pression sur le fournisseur en disant, nous, on veut bien la conserver, cette attraction, même si elle ne fonctionne pas, mais vous nous garantissez qu'elle travaillera sans accroc de telle période à telle période. Sinon, vous vous engagez à la reprendre, à la démonter, à nous rembourser tout. Et Doppelmayr était obligé de l'accepter, puisqu'en fait, ça peut être un client extrêmement important pour eux. Donc, ils l'ont accepté. Et alors, en mois de mai, il y a de nouveau eu
un souci technique. Et alors la Compagnie des Alpes a dit on profite de ces clauses et de retrait et on a retiré la prise. Et donc l'attraction est partie. Et donc on a laissé l'attraction à l'arrêt depuis début juin, la date où on l'a arrêtée jusqu'à la fin de la saison. Et on a autorisé Doppelmayr, qui avait arrangé son problème technique, à faire des tests et à inviter des clients pour promouvoir en vendre d'autres. Je crois que Doppelmayr n'a jamais réussi à en vendre il n'y a rien eu depuis, ailleurs. Mais donc, elle a encore fonctionné, mais pas pour le public, je dirais, en septembre-octobre, et puis elle a été démontée. L'évolution de Walibi, elle s'est faite sur toutes ces nouvelles attractions. Il y a eu le développement des zones, et puis il y a eu aussi un changement majeur. On l'a juste derrière avec le film Rock'n'Roll. C'est en 2013 l'arrivée des Wabiskunks à l'époque. Toi, tu as quel rôle à ce moment-là en 2013 et aussi à quel moment finalement tu t'en vas de Walibi, tu prends ta retraite, même si je sais que tu y es toujours très attaché. Quel est ton dernier projet Mais donc le projet de rebranding de l'univers Walibi, rebranding, mais surtout de créer cet univers Walibi, de donner la consistance au personnage Walibi, c'est une idée qui vient du vice-président de l'époque de la Compagnie des Alpes, dont la carrière avait débuté chez Disney. Il était directeur financier chez Disney avant de rejoindre la Compagnie des Alpes. Et c'était lui qui a amené cette idée de dire « Ok, nous avons le parc Walibi près Bordeaux, nous avons Walibi Rhône-Alpes, nous avons Walibi en Belgique et Walibi, on a 4 parcs Walibi avec la même mascotte. On va donner de l'épaisseur, on va créer un univers autour de cette mascotte et un univers qui est centré sur la musique. » Donc ça, c'était son idée. Et avec des personnages qui allaient tourner autour. Et dans l'avenir, peut-être créer des dessins animés et laisser sa vie. Donc c'est un peu l'expérience... Une vraie licence, quoi. L'expérience de créer une licence. C'est un peu l'expérience de Disney qu'il avait et qu'il a essayé d'apporter. Et je dois dire qu'évidemment, tout ça, c'était très coûteux parce qu'il a fallu produire des chansons mais de qualité. Donc on a demandé, c'est un groupe allemand à Berlin, un studio là qui faisait les chansons et c'était des musiques de bonne qualité. Donc tout était vraiment aussi le film du cinéma 4D par exemple, le Rock'n'Roll, c'était un film très très bien fait. C'était de qualité. Mais évidemment, le vice-président en question a quitté la Compagnie des Alpes et le projet n'a plus vraiment été soutenu parce qu'en fait il fallait encore investir pas mal d'argent et la Compagnie des Alpes dans sa stratégie à ce moment-là a voulu se recentrer sur ce qui faisait le cœur de métier des attractions, qui étaient vraiment les attractions elles-mêmes. Donc d'améliorer l'expérience du visiteur par les attractions. Et la thématisation autour des attractions. Mais elle trouvait que ce n'était pas prioritaire de créer un nouvel univers qui n'était pas directement lié à l'expérience qu'on avait dans les parcs. Donc c'est passé au second plan. Et alors, évidemment, quand c'est passé au second plan, finalement, cet univers s'est un peu étiolé parce que les directeurs de parcs ne voulaient plus trop investir d'argent là-dedans parce que ce n'était pas la priorité de la Compagnie des Alpes. Et donc, l'univers a survécu quelques années. Et pourtant, à l'époque, en Belgique, en tout cas, cet univers musical commençait... Il y a un engouement. Il y avait quelque chose qui arrivait. Mais bon, voilà, c'est... Et donc, suite à ce projet-là, là, on rentre vraiment dans la phase de tout le plan d'investissement qui commencera par le Pulsar. Est-ce que c'est bien la dernière attraction sur laquelle tu as travaillé directement à quel moment, toi, tu dis, écoutez, ça fait des années que je travaille. Le Pulsar commençait à arriver avec le directeur du parc qui était déjà Jean-Christophe Parent et 2-3 autres collaborateurs. On avait été faire un tour dans les parcs en Grande-Bretagne. D'accord. Et on a fait plusieurs jours, plusieurs parcs, en se disant, qu'est-ce qu'on vous... Parce que la Compagnie des Alpes avait dit, faites-nous un plan, et qu'est-ce que vous voyez. On a été voir ce qu'on a vu, et puis on a fait un appel d'offres au niveau de différents les grands constructeurs. Il n'y en a pas 36 en Europe, en disant, qu'est-ce que vous offrez, voilà plus ou moins le budget qu'on a, qu'est-ce que vous offrez, avec certaines caractéristiques. On voulait une attraction qui avait un côté innovant, plutôt pour la sensation et plutôt pour les jeunes. Voilà. Et alors, il y a Mac qui nous a proposé le Pulsar, qui était tout à fait nouveau et qui nous semblait spectaculaire, très visuel.
Et donc, on a flashé là-dessus, on a pris la décision et la compagnie d'Alpes a dit bon, ok. Donc, c'est le dernier projet sur lequel tu travailles à ce moment-là? C'est le dernier projet sur lequel que je travaille, oui. Et puis ensuite, il y a eu toute la continuité avec ces World of Walibi qui continuent. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu où tu vas devoir répondre à des questions en mode dilemme un petit peu. Tu auras 1 minute pour répondre au maximum de questions. Et puis après, on finira cette interview pour parler un petit peu du futur et de voir, cette année, on a DocWorld qui ouvre. Je suis curieux d'avoir un petit peu ton avis et sur aussi, est-ce qu'en 75, tu pensais que Walibi allait en arriver là? Mais je te propose avant un petit jeu, 1 minute chrono. Ça va? Est-ce que tu es bon dans les jeux ou pas? Tu aimes les jeux? Je vais essayer. Ok, bon, ça va bien se passer. C'est pas des questions pièges, mais c'est plutôt des questions pour connaître un petit peu ton intérêt sur certains choix personnels. Ok, 1 minute pour répondre. 3, 2, 1, c'est parti. Le tornado ou le vertigo? Dur de dire ça. Il faut choisir. Le vertigo, quand on a fait le vertigo, mais le tornado, quand on a fait le tornado. Le tornado ou le vertigo? C'est un dilemme, il faut choisir. Le vertigo. Pulsar ou loup-garou? Attention, il reste 40 secondes. Halloween ou Noël? Halloween. Walibi de jour ou de nuit? De nuit. Époque avant Six Flags ou pendant Six Flags? Avant Six Flags. Dark Ride ou montagne russe? Montagne russe. Sirocco ou turbine? On va dire Sirocco. Ok. Travailler dans les coulisses ou en contact avec les visiteurs? En contact avec les visiteurs. Premier rang ou dernier rang? Premier rang. Un projet réussi mais compliqué à mettre en place ou un projet facile mais moins marquant? Le projet difficile. Ok, on a dépassé les 1 minute. Mais tu as presque répondu à toutes les questions. Hein. Mais il y avait des dilemmes. Je peux quand même te faire les 3 dernières, c'est toujours intéressant à savoir. Tu préfères la gestion des équipes ou la gestion des visiteurs? Je dirais la gestion des visiteurs. À travers les équipes. mais parce qu'en fait, si je dois expliquer un peu, c'est que comme dans tous les boulots, il y a toujours du stress qui peut arriver, parce que c'est la vie dans des entreprises, il y a des choses qui vont moins bien, et voilà. Et quand j'étais un peu stressé, me posais un peu des questions et tout, je sortais de mon bureau, j'allais dans le parc, et à 10h, il y avait les grilles d'entrée qui s'ouvrent à 10h, donc il y a déjà 1000 ou 2000 visiteurs qui sont devant les grilles, et je me mettais derrière la grille, et au moment où à 10h arrive, on ouvre les grilles et on voit ces 1000, 2000 visiteurs qui courent vers l'attraction et on les voit arriver vers soi et ils passent. Et tous, le matin, ils sont souriants, contents d'entrer et tout. Et là, on voit pourquoi on travaille. Ouais. Et donc, même si c'est stressant, on voit que ce qu'on vend, que ce qu'on fait, en fait, ça rend vraiment service. Et ça, c'est unique dans le métier des parcs. Parce que si on vend par exemple des shampoings ou des cosmétiques, on voit pas directement la personne se mettre le shampoing. Ok, on est dans son bureau, on le voit pas, on a des enquêtes, mais ici on voit et on vit le produit. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que tout le monde n'aime pas ça. Il y a des gens qui trouvent ça trop stressant, le fait d'avoir directement d'avoir le retour immédiat. Donc il y a parfois un électricien qui peut être très bon et qui il est appelé parce qu'il y a un problème sur une attraction, il arrive sur l'attraction, il est dans le local technique, il y a 500 personnes qui sont dans la file d'attente et les opérateurs attendent que l'électricien dise « ok, go ou pas go », et voilà. Il est obviously en contact avec son directeur technique, mais l'électricien, c'est lui qui est dans son local technique. Devant tous les visiteurs. Non, dans son local technique, il ne voit pas, mais il sait qu'il y a 500 visiteurs. Et s'il dit, non, il y a une réparation qui va prendre du temps, il faut l'évacuer. Et donc, cette pression des visiteurs, il y a des gens qui sont très bons électriciens, qui point de vue technique sont très bons, mais ils ne supportent pas la pression des visiteurs. Donc, tout le monde n'aime pas ça. C'est vrai. Mais voilà, ceux qui restent, en général, c'est ceux qui aiment ça. Et les 2 dernières questions, évolution du parc ou préservation de l'âme du parc? Je dirais évolution du parc, parce que dans l'âme du parc, c'est l'évolution. Ok, c'est une bonne réponse. Choisir une innovation qui pourrait transformer le parc ou se concentrer sur l'amélioration de l'existant? Ce qui a été une question d'ailleurs pendant tout le développement de Walibi finalement. Je dirais le mariage des deux. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ok.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis curieux de savoir un petit peu, tu as vu tous ces développements du parc, y compris sur les dernières années. Comment toi, tu vois la suite ? Mais je dirais que on a connu la période Walibi, cette expansion trop rapide à un moment donné où on était sous-staffé, etc., qui était compliqué. Puis on a eu la période américaine qui a quand même d'abord dû s'adapter à la culture, et puis il y a eu des problèmes financiers aux États-Unis, donc qui a réjailli sur l'évolution des parcs. Et puis la Compagnie des Alpes, tout ça a fait, je dirais, des périodes qui étaient parfois très positives, avec des périodes qui étaient assez stressantes. Mais depuis que la Compagnie des Alpes est là, et que la Compagnie des Alpes, après 4-5 ans, où la Compagnie des Alpes a elle-même tâtonné un peu, où elle s'est créée une stratégie claire en choisissant les parcs sur lesquels ils allaient investir à long terme. Et c'est une grande qualité pour un parc comme Walibi, d'avoir un actionnaire qui a vraiment une vision long terme, et vraiment une vision industrielle, mais à long terme. Et ça, c'est quelque chose dont Walibi a souffert à certaines périodes de sa période. Donc je dirais que je suis très optimiste sur l'avenir, parce qu'il y a cette vision long terme. D'autant plus, petit cocorico, c'est que pour la première fois en 2024, je crois, la division parc a dépassé la division neige. Donc pour la Compagnie des Alpes, la division parc est vraiment stratégique, encore plus qu'avant, je dirais. Eh bien, écoute, on a hâte que tu puisses en tout cas découvrir DocWorld cette année. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. C'était hyper intéressant de connaître ton histoire, retracer un peu tout ce parcours. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Et il y en aura plein d'autres à découvrir toute l'année pour les 50 ans de Walibi. Merci à tous.